Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre troisième conférence de notre cycle 2021-2022, Connexion. Je profite de mon temps de parole en ouverture pour remercier les différentes instances qui ont participé au financement de notre projet. Merci au Verrett Center, à l'Association d'études juives canadiennes, au microprogramme en études juives de l'Université de Montréal et à la FECUM. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir pour notre première conférence en français Christine Chevalier-Caron pour sa conférence « La reconnaissance du travail des femmes au sein des organisations séfarades ». Donc, en guise de courte présentation, Christine Chevalier-Caron est doctorante en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de son mémoire de maîtrise, elle s'est penchée sur les écoles de l'Alliance israélite universelle au Maroc. Cette recherche l'a conduite à s'intéresser aux questions d'éducation et de prise en charge de la jeunesse par la communauté juive montréalaise d'origine marocaine. Coordonnatrice et assistante de recherche au sein du groupe Histoire, Femmes, Genre et Migration, Christine Chevalier-Caron participe activement au projet Migration des Juifs du Maroc au Canada et au Québec, ainsi qu'en France, de 1948 à nos jours. Elle a publié plusieurs articles sur les communautés juives montréalaises et parisiennes d'origine marocaine. Bon, comme à notre habitude, à la fin de la présentation, nous aurons une période de questions et de discussions bilingues. And despite the fact that I believe that we are entirely French-speaking audience, I reiterate that the questions at the end of the presentation can be asked in English. Christine, je te cède la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais remercier Alexandra et Valentina de m'avoir invitée et d'organiser ce cycle de conférences-là qui est très intéressant. Donc, et merci à tout le monde qui est venu assister à la conférence, d'être présent et présente. Donc, Alexandra m'a déjà assez bien présenté par rapport à mes recherches et ce qui m'a peut-être conduit un petit peu à les faire. Donc, comme il a été mentionné, à la base, je me suis intéressée aux écoles de l'Alliance israélite universelle au Maroc précisément. Le réseau scolaire de l'Alliance était vraiment plus vaste que ça, mais au Maroc, c'était 25% des écoles jusque dans les années 1960 du réseau qui étaient sur le territoire marocain. Donc, ça a été vraiment un lieu d'étude qui m'a particulièrement intéressée. Donc, depuis ma maîtrise, je m'intéresse à ces populations-là. Ensuite de ça, je me suis... la communauté montréalaise, l'étude de la communauté montréalaise est venue un peu plus tardivement. Moi, à la base, je m'intéressais vraiment aux questions de colonisation au Maroc, de décolonisation, d'éducation en contexte coloniaux. Puis, en travaillant pour le groupe de recherche, donc Histoire, Femmes, Genre et Migration, et en écoutant une foule d'enregistrements, d'entrevues qui avaient été faites dans les années 80 et en dépouillant La Voix séfarade, qui est le journal de la communauté d'origine marocaine à Montréal. Donc, maintenant qualifiée de séfarade, mais au départ, elle ne s'auto-identifiait pas comme étant séfarade. C'est venu avec le temps. On va le voir à travers la présentation d'aujourd'hui. Bien, la communauté, donc, a publié ça et j'ai remarqué, en fait, l'importance qu'avait. Je m'intéressais principalement aux questions scolaires et j'ai vu, en fait, à quel point les écoles de l'Alliance israélite universelle avaient imprégné les demandes et les attentes en fonction de l'éducation une fois à Montréal, donc de cette communauté-là. Donc, il faut dire aussi que la communauté séfarade de Montréal, en fait, d'origine marocaine, qui est venue à Montréal du Maroc, et principalement ceux et celles qui sont passés soit par les écoles de l'Alliance ou encore par les missions françaises dans les années 40-50, et non ceux qui ne sont pas allés dans ces écoles-là. Donc, la majorité des gens qui sont passés dans ces réseaux scolaires-là sont allés en France ou encore à Montréal, malgré le fait qu'une fois rendus sur le nouveau territoire, le nouveau lieu d'habitation, ils n'ont pas nécessairement eu les mêmes attentes, mais bref, on va passer par-dessus ce moment-là. Donc, en voyant ça, je me suis intéressée aux structures scolaires, mais plus largement aussi à tout ce qui était la transmission, comme transmission d'identité et aussi de culture et de patrimoine. Donc, oui, certainement, c'est assez particulier de parler d'identité et de culture. Avant toute chose, j'aimerais ça la définir, mais en fait, définir l'indéfinissable. Donc, est-ce que ça se définit l'identité séfarade juif marocain à Montréal? Est-ce que la culture est définissable? Oui et non. Donc, on peut tracer des grands traits. Il y a un rapport aussi avec l'origine du pays du Maroc, l'origine aussi séfarade, donc vraiment des Juifs d'Espagne qui ont vécu l'expulsion. Mais avant toute chose, c'est vraiment important de noter au départ, quand j'ai commencé mes recherches et j'étais une étudiante au début, au milieu de sa maîtrise, souvent on me demandait c'est quoi l'identité de cette communauté-là, et je frappais un mur parce que j'étais incapable
de le faire. Et aussi, j'étais au début de mes recherches, donc peut-être que je n'étais pas assez aiguisée pour comprendre non seulement la polymorphie de cette identité, de cette culture-là, mais aussi, je pense que je n'étais pas en capacité peut-être de voir comment elle était complexe, puis comment il fallait juste l'adresser de façon très large. Donc, en fait, il y a des choses qui sont certaines, du moins pour ceux et celles qui sont établis à Montréal ou au Québec plus largement, dans tout ça, c'est que l'aspect de francophone, pas nécessairement française, pas nécessairement à la République qui sont attachés, à la France en soi, mais bien à la francophonie, donc à la langue et à la culture dont la langue est porteuse. Des fois, c'est à la France même, mais j'ai eu autant de commentaires dans mes entrevues négatifs envers la France que positifs, mais même quand c'était négatif envers la France en tant que République, en tant que pays, il y avait toujours un attachement assez... l'attachement envers la langue et la culture française était quand même présente. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Ensuite, ça peut à la fois être complètement séparé, puis on va le voir à travers les parcours de femmes et les actions des femmes. Donc, la majorité d'entre vous doivent peut-être le savoir, mais la population juive du Maroc précède, la présence juive précède en fait la présence des musulmans, de l'islam. Donc, c'est les populations amazighes qu'on pourrait qualifier d'autochtones en fait du Maroc. Une partie était et est toujours encore aujourd'hui juive. Et à cette population-là, c'est greffé la population juive d'Andalousie, de l'Espagne, qui a été évidemment chassée pendant l'Inquisition de 1492. Donc, ce qui est particulier aussi dans cette identité-là, c'est qu'elle est à la fois, pour certains, elle est marocaine, d'autres se sont détachés de l'identité marocaine en soi. Certaines personnes vont vraiment avoir un attachement à la culture plus amazigh, à l'identité amazigh, et d'autres vont complètement se référer à l'idée de séfarade, autant au niveau culturel que cultuel, puisque c'est le rite et les rituels et la liturgie est marquée par la tradition qui vient d'Espagne. Donc, c'est très complexe aussi, puisqu'il y a deux populations qui sont greffées une avec l'autre. On ne peut pas non plus faire semblant qu'elles vivaient complètement nécessairement en vase clos avant 1492, puisqu'il y a eu énormément de circulation de population entre le Maroc et le sud de l'Espagne, par exemple. Donc, mais pour ça, je ne dirais pas me pencher juste plus loin que ça, mais on voit la polymorphie de cette identité, de cette culture-là. Une autre chose qu'on peut vraiment distinguer et voir chez cette population-là, c'est l'importance de la mémoire, en fait. Donc, cette volonté-là de garder la mémoire du passé, de toujours très, très axée sur l'histoire, autant l'histoire séfarade en soi, l'histoire marocaine et l'histoire des migrations à Montréal. Donc, il y a énormément, on le voit juste dans les pages La Voix séfarade, qui est le journal dont je vous parlais, il va y avoir beaucoup d'articles historiques qui cherchent les racines, l'histoire. Pendant des années, il y a eu des pages consacrées à tous les mois sur l'origine d'un nom, par exemple, nom de famille. Est-ce que c'est amazigh? Est-ce que c'est espagnol? D'où vient ce nom-là? Donc, on voit qu'il y a une recherche constante de cette mémoire-là qui fait partie de l'identité. Donc, c'est très important. Puis ce qui arrive en fait avec tout ça, c'est que la communauté prend forme donc dans les années 1956 et dès le départ, on va voir qu'il y a des institutions qui sont mises en place pour pouvoir préserver cette identité-là qui est un peu floue, mais qui, on pourrait dire, est marquée par la francophonie, le culte, la culture, la liturgie séfarade, certaines dimensions de la littérature, de la tradition amazigh juive. Et donc, c'est un peu un mix de tout ça qui va être différent d'une personne à l'autre en fonction à la fois de son arrivée, de son expérience au Québec, mais aussi de son origine plus régionale au Maroc. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Pour ce faire, pour étudier les traditions, donc cette idée de transmission, ces organisations-là, ces programmes qui visent à la fois à la mémoire, à l'histoire, à reproduire la communauté, à lutter contre l'assimilation, mais aussi à stimuler un sentiment d'appartenance à la communauté, donc vraiment constituer une communauté à l'intérieur de la grande communauté juive montréalaise, donc une appartenance. Je me suis basée sur une foule d'archives. Donc, une partie d'histoire orale qui m'a toujours vraiment... qui est comme en filigrane de tout mon travail, mais l'histoire orale doit toujours être croisée avec d'autres sources. Donc,
j'ai croisé avec beaucoup d'autres choses. Donc, d'abord, l'histoire orale, on a plusieurs corpus d'entrevues se fait dans les années 1980 par Marie Berdugo-Cohen, qui est la mère de Yolande Cohen. En fait, ils ont fait ensemble une foule d'entrevues qui sont menées par Marie Berdugo-Cohen. Ce qui est très intéressant dans ces entrevues-là, c'est qu'elle connaît beaucoup les gens. Donc, des fois, disons qu'aujourd'hui, ça serait particulier dans un milieu universitaire de voir ça, mais il peut y avoir vraiment ben non, ton père, il était pas là, il était là. Puis là, tu sais, des spécificités sur la famille entre les deux personnes, puis tout ça. Donc, ça crée une espèce de familiarité. Tu as l'impression d'être en train de prendre le thé avec eux là, ou un café. Ensuite, on en a des années 1900, des années 2010, 2008 à 2020. Donc, autant le projet Cura qui a été mis à Concordia, des entrevues que Steven Lapidus a faites, des entrevues que j'ai faites et des entrevues qu'on a faites. Donc, à tout ça, j'ai croisé le déploiement complet de LVS, donc la voix séfarade de 1968 à nos jours, ainsi qu'un livre qui s'appelle 50 ans. Donc, ensemble, c'est un livre, mais c'est des archives. C'est en fait pour célébrer les 50 ans de la présence judéo-marocaine à Montréal. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis de façon thématique. On va y revenir, puisque ça m'en dit beaucoup sur le rôle des femmes, en fait, dans la communauté. Puis, je me suis aussi beaucoup intéressée au documentaire 20 ans après de Jacques Ben-Simon sur la communauté séfarade à Montréal. Donc, ensemble, j'ai pu vraiment analyser, donc dans le cadre de ma thèse et du projet de recherche, les différents programmes qui visent la transmission de la culture séfarade, donc cette culture et cette identité qui est très floue, mais qui est quand même présente. Donc, il y a une chose qui est vraiment qui marque ces archives-là, c'est le discours donc sur cette préservation, cette reproduction de la communauté et les orientations prises par les acteurs communautaires principaux. Donc, par exemple, en 1979, alors que la communauté est vraiment implantée, a une bonne base de ses institutions, il y a une orientation qui est mise en place par les leaders communautaires et c'est en fait de lutter contre, en fait de faire face à la crise identitaire auquel fait face la communauté séfarade de Montréal. À ce moment-là, le mot séfarade fédère la communauté, mais aussi de lutter contre la double assimilation. Donc, la double assimilation, c'est-à-dire l'assimilation à la communauté juive majoritaire anglophone et ashkénaze. Ça, c'est à gros traits, hein, c'est plus complexe que ça, on s'entend comme communauté, c'est plus pluriel que ça. Et aussi de lutter contre l'assimilation, en fait, à l'attrait à la communauté, à la société québécoise. Mais en même temps, à travers tout ça, il y a une volonté de rapprochement culturel. Parce qu'ils ne veulent pas non plus se couper. Il y a vraiment une volonté de lutter contre l'assimilation pour être, par exemple, dans la communauté juive, la part séfarade de cette grande communauté-là et non en rejet ou en opposition à celle-là. Il y a vraiment une volonté d'entretenir des bons liens. Donc, en gros, comme vous savez peut-être, les premiers arrivants séfarades arrivent en 1956 à Montréal. Donc, c'est quelques centaines par année, puis quelques milliers par année qui viennent pour différentes raisons s'établir à Montréal. Un des faits importants est évidemment la condition linguistique. Ils savent que les gens sont conscients qu'au Québec, la langue majoritaire est le français. Il y a quand même un choc à l'arrivée alors que les dirigeants communautaires sont anglophones et qu'on les dirige vers des écoles anglophones aussi pour scolariser leurs enfants. Donc, rapidement, il y a un sentiment d'urgence pour pouvoir garder cette francophonie-là, en fait, cet aspect francophone. Donc, et aussi l'aspect religieux. Ils mettent donc en place une foule de structures, donc le regroupement francophone d'Afrique du Nord, qui après ça va devenir l'Association séfarade francophone. Donc, déjà là, on a l'aspect séfarade qui émerge en 1966. Donc, on a le glissement de francophone à séfarade. Et ensuite, qui devient la communauté séfarade du Québec et en 2004, qui devient la communauté séfarade unifiée du Québec. Donc, même si ça a changé souvent de nom, ces noms-là peuvent nous permettre aussi de voir c'est quoi un peu la pierre angulaire de l'identité. Donc, au départ, francophone d'Afrique du Nord, ensuite plus francophone, et ensuite séfarade, avec l'aspect francophone. Donc, cette histoire-là, elle est... Donc, ils ont mis en place vraiment une foule de programmes et structures, que ce soit l'école Maïmonide en 1969, la quinzaine séfarade, qui est un festival
séfarade qui a lieu annuellement. Le centre communautaire juif, le côté francophone, des camps, une chorale, la formation des cadres, qui est un programme visant à assurer une relève communautaire francophone, spécifiquement séfarade, le journal, l'Institut de la culture séfarade et plus encore. Donc, les programmes se sont multipliés et même si c'était différent, l'objectif principal est vraiment d'assurer la transmission culturelle, l'unité, l'appartenance et donc d'assurer une certaine survie. Donc, ça va être... donc, c'est ça. Donc, au fil du temps, j'ai étudié de fond en comble, donc, comme je vous disais, les archives et les entrevues. Et finalement, je me rends compte, le mot pilier et pionnier est vraiment, vraiment présent. Donc, on a une volonté de garder la mémoire du travail des piliers, des pionniers, de visibiliser, de ne pas l'oublier, de la transmettre. Donc, si j'ai dit pilier et pionnier et non pilière et pionnière, ben, c'est vraiment parce que le choix du masculin n'est pas laissé au hasard. Si vous avez lu la description de la conférence, c'est à ça que je faisais référence. Donc, ça a été un petit peu un choc à un moment donné. Parce qu'au départ, en me fiant sur les archives, c'est vrai qu'en me fiant sur les premières archives écrites, parce que j'oublie tantôt, mais j'ai aussi consulté des archives aux archives juives canadiennes, qui est vraiment des archives de la communauté. C'est vrai que dans les années 50-60, les premiers leaders, c'était des hommes. On ne va pas non plus se le cacher. Dans le processus pour fonder l'école Maïmonide, oui, c'était des hommes. C'est eux qui étaient comme délégation qui étaient à Toronto, demandé au Congrès juif canadien pour fonder une école juive francophone à Montréal. Donc, tout cet aspect-là, elle est quand même... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommes au départ. Donc, au début, je ne me posais pas tant la question. Puis, pour visibiliser les femmes, j'étais vraiment tournée vers l'histoire orale et par rapport au parcours des mères. Puis, au départ, c'est vrai que je m'intéressais beaucoup aux attentes des mères de la communauté, des mamans, qu'est-ce qu'elles voulaient pour l'éducation de leurs enfants. Puis, comme si les femmes étaient vraiment à la maison et les hommes dans la communauté. Mais finalement, je me suis bien rendu compte que je faisais quand même une erreur à travers tout ça. Puis que je m'étais juste fiée sur les premiers noms que je voyais dans les documents, c'était des hommes. Donc, c'est comme si au lieu d'aller chercher des mères à travers peut-être les actrices communautaires, j'étais allée les chercher à travers la maison. Puis finalement, ben, au fil du temps, j'ai bien vu que les noms des femmes étaient très présents, mais que les femmes jouent un très, très, très grand rôle dans la communauté, notamment dans les milieux artistiques, que ce soit les chansons traditionnelles ou encore même dans le milieu de l'éducation. Donc, en fait, dans tous les milieux. Et principalement dans les services sociaux. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte que cette dimension-là de piliers pionniers qui sont associés aux hommes ne repose pas sur le manque d'action des femmes en soi, mais bien sur une division sexuelle du travail, une division genrée du travail, ce qui n'échappe pas, en fait, à une réalité bien présente dans les années 50, 60, 70, encore présente, mais qui est moins pire aujourd'hui. On voit d'ailleurs un certain changement quand dans les années 90, il y a une présidente à la tête de la communauté séfarade du Québec, mais il n'y en a eu qu'une seule à travers 50 ans d'activité, donc on ne peut pas dire non plus que c'est représentatif et que c'est un total grand changement. Donc, je me suis vraiment posé des questions sur ça. Puis aussi, dans l'historiographie, on ne peut pas le cacher. Puis l'historiographie, j'y ai fortement contribué et j'ai contribué à cette omniprésence des hommes-là, tout comme Yolande Cohen l'a fait avant moi et avec moi. Là. Donc, c'est pas... Il y a cette dimension-là aussi, puis je pense que ça arrive souvent quand on étudie l'histoire d'une communauté marginalisée, des fois récente dans un territoire. C'est avant de penser à l'aspect femme, on pense surtout à l'aspect visibiliser cette communauté-là marginalisée et on en traite globalement, puis on passe des voix plus par les hommes que par les femmes, notamment quand c'est eux les premiers acteurs de la communauté ou du moins les acteurs les plus visibles de la communauté dans les archives. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a aussi la dimension célébration, comme je vous disais, une volonté de vraiment faire l'histoire, mais d'une façon peut-être plus populaire par les membres de la communauté, que ce soit par le festival de la quinzaine séfarade,
ou encore par le livre que je vous ai montré. D'ailleurs, ce livre-là est assez parlant sur la division sexuelle du travail ou de genre du travail. Donc, par exemple, certains thèmes qui m'intéressent plus dans ce livre-là, donc par exemple, Aide séfarade en Nouvelle-France. Il y a une section sur les institutions, une autre sur la vie communautaire, une autre sur l'éducation, le théâtre et le cinéma, puis la musique. Donc, dans chacune de ceux-là, il y a plusieurs acteurs et actrices de la communauté qui témoignent en 2, 3, 4, 5 pages d'un pan de l'histoire selon cette thématique-là. La présence des hommes est vraiment, vraiment très, très, très marquée juste de prime abord. Par exemple, Aide séfarade, 4 hommes, 1 femme. Aide séfarade en Nouvelle-France, moitié-moitié, 1-1. Sur les institutions, donc les premières institutions, donc histoire institutionnelle, il y a 11 témoignages d'hommes pour 2 de femmes. Pour la vie communautaire, donc les institutions, que ce soit les camps, les services sociaux, les paniers de Pâques, donc vraiment très largement, on a 21 hommes et 9 femmes. En éducation, 14 hommes, 5 femmes. Théâtre et cinéma, 6-5, donc ça devient un peu plus égalitaire. Et musique, 3 hommes, 2 femmes. Donc, on voit que dans les domaines artistiques, c'est pas mal la seule où est-ce que la représentation est peut-être vraiment plus égalitaire, donc du même nombre. Mais on voit dès le départ, institution et vie communautaire et éducation, c'est marquant à quel point les hommes monopolisent environ 75% du récit. Aussi, si on regarde plus proche de ça, à part juste comme qui en fait partie, si on regarde vie communautaire, par exemple, bien, les femmes, services sociaux, camps de vacances, panier de Pâques, les hommes vont être dans des trucs qui sont vraiment plus de la vie publique, de l'ordre politique, alors que les femmes vont plus être dans le care, donc dans tout ce qui est le soin des autres. Donc, on voit une division importante. Et c'est peut-être pour ça qu'on les visibilise moins, peut-être qu'on a moins tendance à parler des femmes qui s'occupent des personnes âgées de l'âge d'or pour leur faire des activités pour briser la solitude, que de parler des activités menées par des hommes qui vont travailler à vraiment tisser des liens avec la politique, avec les figures politiques du Canada, du Québec. Donc, on voit vraiment qu'il y a une division sexuelle du travail et que, encore une fois, ce sont aussi des sujets, ce sont des lieux que les hommes investissent qui sont vraiment plus étudiés dans une perspective historique que les femmes. Donc, ça va être, les femmes sont beaucoup plus dans la vie quotidienne, le soin des enfants, le soin des personnes âgées, le soin des personnes précaires ou vivant sous le seuil de la pauvreté, comme par exemple avec les paniers de Pâques pour les gens qui vivent ça. Donc, ça m'est apparu vraiment important de visibiliser le parcours de certaines femmes parce qu'elles sont vraiment nombreuses pourtant et peut-être qu'elles n'auront pas le thème de pilier ou de pionnière, mais pas parce que leur travail est peut-être plus dans les soins ou quoi que ce soit qu'on ne va pas le faire. Aussi, c'est plus dur des fois de faire l'histoire des personnes qui font du bénévolat en ce sens-là. C'est sûr que dans le livre, quand on parle de tout, par exemple dans les 50 ans, quand on parle de tous les hommes qui ont participé à la vie politique québécoise, canadienne, par exemple, en se présentant aux élections en voulant devenir député, c'est plus facile de retracer cette histoire-là. Quand on parle de femmes qui travaillent à la maison Maïmonide, l'hôpital Maïmonide, où est-ce qu'il accueille des personnes âgées puis qui soignent des personnes âgées, bien, peut-être que ça laisse à la fois moins de traces, puis c'est peut-être moins... c'est de l'histoire du quotidien, c'est de l'histoire des soins. On en voit vraiment moins généralement. Donc, je pense que c'est sur ça aussi que repose cette invisibilisation-là, c'est la division en fonction un peu sexuelle ou genrée du travail au sein des organisations communautaires. Puis ça, c'est pas le propre seulement de la communauté séfarade de Montréal. C'est vraiment, je pense que c'est représentatif dans la société aussi. Il y a plus de femmes qui vont être préposées aux bénéficiaires, qui vont être infirmières en général, que d'hommes. Puis, donc, c'est quand même quelque chose d'assez présent. La question de genre est aussi présente à ce moment-là. Je fais un parallèle. En France, c'est pas non plus... c'est une question qui se pose beaucoup. Par exemple, à ce moment-là,
Il y a le FSJU, donc le Fonds social juif unifié, qui est très actif. Et des femmes vont fonder, en fait, en collaboration avec les hommes du Fonds social juif unifié, la coopération féminine, qui est une organisation féminine qui est beaucoup aussi dans le soin des programmes comme les clubs de l'amitié, parce qu'à ce moment-là, les personnes qui migrent de l'Afrique du Nord vers la France vont se retrouver en banlieue parisienne, donc briser la solitude dans les banlieues alors que les communautés sont en pleine consolidation, développement, ou encore faire de l'aide aux devoirs, des activités ou des sorties pour les personnages et des voyages, tout ça. Donc, la coopération féminine est, en fait, c'est vraiment sorti de la volonté d'avoir une parole des femmes. On voit dans les archives de la coopération et le discours des fondatrices qu'il y a une volonté d'avoir une action féminine, même dans l'appel juif unifié pour pouvoir récolter des fonds pour les institutions communautaires. À Montréal, il va y avoir 2 groupes qui vont s'en occuper. Il va y avoir l'appel juif unifié en général, puis il va y avoir l'appel séfarade. Donc, les séfarades vont mener leur propre appel. En France, ce qu'on va retrouver, c'est au Fonds social juif unifié, par exemple, c'est l'appel en général, puis les femmes qui vont faire leur propre appel. Donc, la question de la division sexuelle du travail, cette division genrée du travail se pose partout. Puis, à ce moment-là, dans les années 60, 70, 80, alors qu'il y a vraiment, au Québec du moins, donc les organisations communautaires sont en pleine effervescence, consolidation au niveau de la communauté séfarade qui est à peine arrivée dans les 2 décennies précédentes. On est à l'époque aussi du féminisme et tout ça. Par contre, j'ai pas vu non plus de traces pour autant de femmes. J'ai vu des traces de femmes qui sont impliquées dans les luttes féministes très activement, mais leur lutte ne se faisait pas nécessairement à ce que j'ai vu comme traces dans les entrevues ou tout ça, à travers le fait de vouloir avoir une plus grande représentation au niveau de la communauté, mais bien de s'impliquer plus largement dans la société, dans une lutte féministe complète, mais pas en lien avec la communauté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais regarder avec vous le parcours de 3 femmes qui ont marqué l'histoire séfarade, l'histoire de la communauté ici, qui ont apporté grandement, en fait, qui ont participé surtout à répondre à la lutte contre l'assimilation à la communauté juive majoritaire anglophone et aussi à transmettre l'identité, la culture, surtout la culture séfarade, aux communautés et à stimuler le sentiment d'appartenance. J'aurais pu parler du travail de Yolande Cohen et de Marie Berthiaud-Cohen, par exemple, parce qu'elles participent à retracer l'histoire de la communauté de leur départ au Maroc à leur arrivée à Montréal et de leur activité à Montréal. Je vais le faire dans ma thèse, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. J'ai choisi d'autres personnes que vous connaissez peut-être. Je pense que du moins Jessica va les connaître plus que moi d'ailleurs encore, mais j'ai fait des entrevues avec ces femmes-là et elles ont vraiment marqué l'histoire. Donc, on a d'abord Yolande Amzalag et ensuite Oro Anaori. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une autre femme qui est très invisibilisée, qui est Lucienne Azoulay. Lucienne Azoulay a été pendant 25 ans de temps directrice de l'école Maïmonide. Ça a pris au moins 1 an d'études de l'école Maïmonide avant que je vois son nom passer. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier. Ça a vraiment pris un bon moment avant que, en fait, je la croise dans les archives. Et en fait, la majorité de ce que je sais d'elle, c'est parce que je l'ai rencontrée au final. C'est pas été parce que je l'ai vue dans les archives. Encore aujourd'hui, dans, par exemple, 50 ans ensemble, il y a énormément de textes sur Maïmonide. Elle a été pendant 25 ans directrice. Maïmonide a eu 50 ans en 2019. Donc, en 2009, quand ils ont publié le livre, elle avait fait plus que la moitié de la direction de Maïmonide en termes de temps d'existence de l'école. Et pourtant, il n'y a rien, son nom apparaît nulle part dans le livre. Donc, il y a quelque chose de particulier qui me sonne à l'oreille. Donc, d'abord, Yolande Amzalag, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille de Sami El Maghribi, qui est un chanteur, donc qui a été Azan à la Spanish pendant 17 ans, donc à son arrivée à Montréal. Donc, Yolande Amzalag est née au Maroc, mais il a vécu très peu de temps, donc 2 ans. Elle a vécu après ça 8 ans en France.
ses parents sont venus vivre à Montréal ensuite. Donc, elle est venue avec ses parents, ses frères et ses sœurs. Elle est retournée vivre en France plus tard. Donc, elle a fondé l'organisation La Fondation Samuel McCreevy en l'honneur de son père et pour pouvoir, en fait, être certaine de faire vivre sa musique qui est tantôt de la chanson populaire, tantôt de la liturgie, donc qui va vraiment fédérer très, très largement. En entrevue, elle nous racontait en fait que ça a vraiment pris du temps avant que la dimension séfarade ou bien juif rentre dans l'identité. Sa famille s'identifiait comme marocaine. Donc, c'est vraiment l'aspect marocain qui était de prime abord. Donc, quelqu'un d'autre comme Hamzalag, on peut aussi se douter il y a un très bon point. Donc, je relis les commentaires après. On dirait que j'ai été inobligée directement vers les commentaires. Donc, elle raconte que très jeune, la famille, dès que son père est arrivé en France, chanteur populaire. À ce moment-là, au Maroc aussi, c'est un chanteur populaire. C'est pas encore la dimension religieuse de la liturgie qui est prise en compte. C'est vraiment de la musique que tout le monde peut écouter. Tout le monde peut écouter de la liturgie, mais dans le sens où c'est de la musique très populaire avec la dimension marocaine, une inspiration de chansons françaises. Donc, le chant souvent en arabe. Souvent, on oublie en fait que les populations juives du Maroc parlent arabe. On dirait que c'est comme s'il y avait juste la francophonie, mais il y a eu le judéo-arabe, il y a eu l'espagnol, le ladino. Donc, il y a eu plusieurs langues qui ont été parlées parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs couches de population qui n'ont pas nécessairement la même origine culturelle, qui ont cohabité donc, au Maroc. Donc, dans l'entrevue, elle parle de son père comme quelqu'un qui, autant au niveau de la musique populaire que de la musique, que de la liturgie, c'est un passeur des traditions, c'est un passeur du patrimoine et qui travaille à la faire vivre et à la faire survivre et à la faire, à la léguer. Puis, c'est ce qu'elle nous raconte aussi en entrevue, que tout son travail autour de la fondation, c'est une volonté aussi, elle se voit comme une passeuse de la tradition juive marocaine, de la musique. Donc, c'est la volonté de survie. Et elle a participé donc aussi à plusieurs festivals séfarades. Donc, les fêtes, les chants, elle a joué un rôle dans la mise en place de la chorale de la communauté séfarade à Montréal, qui sont allés faire des tournées, par exemple, au Maroc, auxquelles elle a participé. Donc, par le travail de la Fondation, qui est très active, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous fait vivre vraiment régulièrement, on peut entendre la musique, voir des images, ça participe en fait à pouvoir transmettre une tradition musicale de chant, une liturgie qui pourrait disparaître sinon, puisque c'est pas quelque chose qui fait partie de notre paysage musical quotidien pour la majorité d'entre nous. Donc, en entrevue, elle nous disait, et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qu'elle nous disait à plusieurs moments. Donc, attendez, j'ai à peu près 800 documents d'ouvert. Donc, je pense que j'ai fermé mon document, mais elle nous raconte en fait toute l'histoire qu'elle a vue, toute sa volonté de passer ces connaissances-là, ce patrimoine-là à la communauté. Ensuite, Oro Anaori, j'ai aussi rencontré, on a fait une entrevue. En fait, ces deux entrevues-là ont été faites en collaboration avec Alessio, avec qui je sais que Valentina a déjà participé. Donc, Oro, elle a eu plusieurs rôles dans la communauté, notamment celle de... Elle est conteuse. Donc, maintenant, elle est conteuse, j'ai entendu de ces contes qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont précisément séfarades ou d'origine, donc plutôt séfarade ou marocaine, mais vraiment, elle raconte elle est conteuse de traditions juives beaucoup plus larges, dont des contes qui viennent d'Europe de l'Est. Donc, à la base, elle va étudier à New York et elle croise le chemin d'un professeur qui est intéressé à la tradition judéo-espagnole, et elle décide de travailler sur ce patrimoine-là qu'elle trouve très important et elle a vraiment contribué, elle a fait une thèse de doctorat assez imposante sur cette question-là
Donc, c'est une tradition qui est plus orale, qui a été permise en fait, ou si c'est musical et non chanté, c'est quand même aussi des partitions. Donc, elle a permis, elle est comme si elle avait créé des archives en fait, en créant, en les mettant en papier ensemble, en les réunissant, ça permet il n'y a plus d'excuses en fait de faire disparaître. Elles existent et elles peuvent être passées de génération en génération et être enseignées aussi. Elle a aussi vraiment joué un rôle important à travers le collectif Gérineldo, qui est un collectif de musique, de chant, donc artistique, de tradition aussi judéo-marocaine, mais vraiment axé sur le judéo-espagnol. C'est ça aussi qui peut être différent, qui peut montrer toute la complexité de l'identité et qu'il y a des acteurs et en fait des actrices qui s'identifient à une ou à l'autre des branches de la communauté juive marocaine ou de traditions différentes. C'est qu'Oro Anaori, par exemple, en entrevue, la première chose dont elle nous a parlé, c'est l'attachement à l'espagnol, l'importance de l'espagnol pour elle, pour sa famille, que c'était la langue à la maison, qu'elle comprenait le judéo-espagnol, le judéo-arabe, parce que ses parents, c'est leur langage secret, en fait, comme un peu les Québécois et les Québécoises qui ont grandi avec des parents francophones qui parlaient en anglais à la maison pour nous cacher certaines choses, mais finalement, on est devenu meilleur qu'eux rapidement et on a tout compris décoder. Mais Oro Anaori parle du fait qu'elle était capable de décoder ça. Donc, elle connaissait aussi, elle pouvait comprendre ce qu'elle étudiait par la suite. Donc, l'ensemble Girineldo a vraiment marqué la quinzaine séfarade, qui est vraiment un festival important qui visibilise les traditions, des fois d'une façon peut-être folklorique, mais ça permet quand même de créer, de participer à un sentiment d'unité, d'une tradition, de survivance de traditions anciennes. Et elle y a participé autant de cet ensemble-là en tant que conteuse, en tant que chanteuse, en tant que membre de la chorale. Donc, elle a vraiment travaillé. Autant Yolande Amzalag que Oro Anaori, de façon différente, ont contribué à transmettre un patrimoine, mais surtout à le faire vivre dans un milieu où est-ce qu'elle était quand même qu'il y avait un risque de disparaître dans la communauté, dans l'exil qui est Montréal pour cette communauté-là, où est-ce que les gens parlent soit français, soit anglais. Peu de gens ont gardé le judéo-espagnol, le judéo-arabe ou l'arabe comme langue à la maison ou même à l'extérieur. Donc, il y a vraiment une dimension de tradition et ensemble, puisque une va plus s'identifier à la liturgie, tantôt à la liturgie, tantôt à la musique populaire marocaine, l'autre à la tradition plus séfarade qui se trouve au Maroc. Ensemble, elles participent au patrimoine qui est complexe et qui n'est pas uniquement d'une langue ou d'une autre. Donc, en tant que femme, elles ont participé à ça et on parle plus d'elles déjà si on regarde les archives. Oro Anaori, sa présence dans la voix séfarade, elle est constante, notamment parce qu'elle participe à la quinzaine séfarade activement. Mais sinon, Yolande Amzalag aussi un peu, mais pas tant que ça, pas autant que Oro Anaori. Ensuite, et ça sera la dernière personne à qui je vais parler, c'est Lucienne Azoulay. Donc, bref, retour sur la situation. Maïmonide, l'école, généralement présentée comme le ciment, le joyau et le fleuron de la communauté montréalaise. Donc, c'est vraiment les trois termes qui sont utilisés constamment par des membres de la communauté, même s'il y a eu énormément de critiques envers certains membres de la communauté, envers Maïmonide. C'est quand même quelque chose qui est utilisé beaucoup. Maïmonide sert un peu aussi d'unité à travers de cœur pour la communauté, donc en enseignant certaines traditions dans l'école, en donnant encore une importance à la tradition marocaine, à l'identité marocaine, en organisant donc des activités qui permettent de garder cet attachement-là. Donc, Maïmonide est vraiment importante dans la communauté et en fait, ça a été fondé en 1969 parce que les parents étaient à la recherche et les deux communautaires d'enseignement francophone à Montréal et les enfants étaient automatiquement envoyés à l'école anglophone puisque la loi scolaire assimilait les Juifs aux protestants en fonction de la question de la taxe scolaire qui était payée. On raconte souvent en fait qu'il était interdit, mais la loi l'instruction publique interdisait cette interdiction-là. On n'avait pas le droit d'interdire
à des gens sur une base religieuse de ne pas fréquenter une école. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que des directeurs d'école, des directrices d'école et des enseignants ne l'ont pas fait. Des fois, on leur dit « Oh, non, on ne peut pas vous accepter, vous allez à l'école protestante. » Donc, formellement, ça ne se pouvait pas, mais informellement, c'est le genre de pratique qu'il y a eu. Donc, Maïmonide a d'abord été sous la direction de Judas Cassiel, qui est un des fondateurs. Puis, c'est vrai qu'il a fait un travail exceptionnel à travers tout ça, mais on le commémore beaucoup. Quand on parle de Maïmonide, on va penser à Judas Cassiel, à Jean-Claude Lasserie, à plusieurs hommes, mais on ne va jamais penser à Lucienne Azoulay. Donc, depuis 1989 jusqu'à 2004, non, plus longtemps que ça, de 1989 jusqu'à dans les années, je fais le calcul, 2014, elle a été directrice de l'école Maïmonide. Donc, elle a vécu toutes les crises que l'école a traversées dans les années 90 parce qu'elle est née dans une crise dans l'école Maïmonide. Elle a vécu le déménagement, l'agrandissement des écoles, ensuite la fermeture d'un campus, donc toutes ces aléas-là. Donc, en fait, elle pensait aller là pas très longtemps. Au début, elle était enseignante. Et comme elle me dit, elle dit, je suis tombée en amour avec cette école-là. J'ai décidé que j'allais me battre pour elle. C'est vraiment ça qui l'a fait rester là. Elle a travaillé vraiment fort pour répondre aux désirs des parents, aux attentes, donc non des acteurs et des actrices communautaires qui sont à la tête des institutions, mais de ceux et de celles qui vont fréquenter les organisations. Donc, elle était là aussi au moment où est-ce qu'il y a eu une collaboration avec le roi du Maroc afin de faire le pavillon Mohamed V avec des ouvriers marocains qui sont venus travailler dans l'école pour pouvoir vraiment faire une tradition marocaine visuelle, artistique dans l'école. Donc, ça aussi, c'est un truc qui est important. C'est quelqu'un qui a fait que l'école a survécu en travers tous ces aléas, toutes ces difficultés-là des années 90-2000 qui ont quand même vraiment secoué l'école. Et elle a travaillé à ce que l'école garde, en fait, cette tradition qui est de commémorer le passé et de s'épanouir au présent. C'est le dicton de l'école parle de ça, en fait. Donc, Lucienne Azoulay a mené à bien tout, elle a dirigé l'école de façon à ce qu'on garde ce fleuron-là, ce ciment-là. Donc, je me pose la question, pourquoi elle n'est pas présente? Est-ce que par humilité, elle ne veut pas être présente? Est-ce que ça ne lui tente pas de prendre la parole en public par rapport à ça? Est-ce que pour elle, le travail dans l'école est plus important que celui de commémorer son action à elle? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais tout ça pour dire, c'est qu'elle est, à mon sens, c'est un pilier parce que pour faire fonctionner une école, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé dans les écoles secondaires ou ont des gens autour d'eux, c'est pas facile, c'est quelque chose qui est gros, c'est quelque chose qui est important. Le fonctionnement d'une école, une école privée, aussi une école confessionnelle juive dans un monde où les stéréotypes envers les écoles juives au Québec, à Montréal, sont très, 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 très forts, véhiculés notamment par les médias, par un discours aussi d'homogénéisation de la communauté. Donc, elle a réussi à faire survivre l'école et aussi à garder à la fois la dimension francophone de l'école et la dimension marocaine et liturgique séfarade, puisqu'à tous les matins, la liturgie séfarade est enseignée à l'école et c'est quelque chose à laquelle elle s'aime beaucoup. Donc, elle a participé à la communauté de cette façon-là. Donc, j'espère trouver un moyen de visibiliser la part de ces femmes-là à la communauté qui est pour le moment très dirigée autour de l'action des hommes de cette communauté-là, du moins dans la mémoire qu'on s'en fait. Donc, merci pour votre écoute et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Super, merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. J'ouvrirai la prochaine partie, discussion, questions. Puisqu'on n'est pas beaucoup, je vous invite à ouvrir votre micro puis à poser votre question de vive voix. Mais si jamais il y a un malaise, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat puis on pourra les lire. Est-ce qu'il y a une question pour Christine? Ah, il y a Jessica qui lève le doigt. Je te laisse la parole. Bonjour Christine, merci beaucoup pour la présentation. Malheureusement, au début, je n'ai pas pu entendre ta présentation pour savoir sur la question des femmes, en fait. Est-ce que je me posais la question si à travers tes entrevues la problématique générale de ton travail sur la transformation de la place des femmes dans le monde séfarade, parce que
En plus, c'est intéressant avec les trois femmes que tu as évoquées, puisque je sais qu'il y a dans leur discours, il y a vraiment aussi une forme de critique de l'orthodoxisation, d'une certaine manière, de leur place dans la communauté. Comment, par exemple, dans le cas de Yolande, elle expliquait, en fait, on a eu une expérience avec un concert où il n'y avait jamais de problème pour elle de chanter avec certains hommes de la communauté, puis comment cette expérience-là a changé progressivement et comment la place des femmes dans la communauté séparate en termes de position de leadership a changé en rapport avec cette orthodoxification, comment dire en français, orthodoxie, orthodoxification, le fait qu'ils deviennent de plus en plus orthodoxes. Il y a eu aussi des travaux qui ont été faits sur une forme de rarétisation aussi de la communauté séparate et comment les femmes ont été mises au fur et à mesure un peu plus sur le côté de position de leadership. Alors, je me posais la question si cette problématique-là apparaît ou est-ce qu'elle va faire partie de la recherche. Merci. Mais merci pour ta question, très intéressante. Ce qui est particulier aussi qu'on peut voir avec le fait, ce qui peut être intéressant dans le corpus d'entrevue qu'on a, c'est qu'on a une espèce de plan sur les années 1980, puisque notre premier corpus date des années 80. Et ensuite, on saute à 2010, puis ensuite à 2000, pas 20, mais 18-19 environ. Donc, on a une espèce de... On peut aussi voir le avant puis le après, puis autant dans l'orthodoxisation que dans le rapport à Israël, qui sont deux choses qui sont vraiment présentes. Il y a comme un avant puis un après dans les années 90, beaucoup dans le rapport. La question, on voit vraiment que ce n'est pas une question qui se pose dans les années 80. Les femmes, elles sont actives et il n'y a pas de... L'orthodoxie, elle n'est pas encore là et on en parle simplement comme pas. La dimension religieuse aussi n'est pas tant présente dans les entrevues. C'est comme si c'était vraiment, on sent quasiment une certaine laïcité. Les gens, ils font juste vouloir vivre leur histoire et commémorer leur rapport au séphardisme d'une façon plus culturelle que cultuelle. Après ça, quand on sort dans les années 2010 à 2020, on voit la dimension culturelle qui est plus présente. D'ailleurs, une de nos répondantes, dès que tu as posé la question, ça m'a fait écho à celle-ci. Elle se considère comme orthodoxe, comme beaucoup de personnes dans la communauté marocaine vont se considérer comme orthodoxe, mais dans le sens où, à la base, cette identification-là ne vient pas avec une orthodoxie au sens populaire du terme, du moins à Montréal. Cette orthodoxie-là, c'est seulement, ils appellent ça du traditionnalisme, en fait. On est des traditionnalistes. C'est le fait de pratiquer les traditions. Donc, c'est assez présent. La majorité vont se dire, la majorité des entrevues que j'ai faites, c'est vraiment, moi, je suis traditionnaliste, donc les fêtes sont pratiquées d'une façon très, comme je disais, culturelle. Ensuite de ça, une des personnes en entrevue, une femme justement de la communauté très active, nous disait, ben, en fait, moi, je suis orthodoxe, mais je ne suis pas orthodoxe dans leur sens à eux. J'ai toujours été orthodoxe, le nouveau sens qu'on donne à l'orthodoxie. Moi, je n'adhère pas, je vis mon orthodoxie. Donc, il y avait cette fracture-là qui était présente et ça a été vraiment souligné sans qu'on gêne non plus à parler de ça. Ça a vraiment venu de la personne dans l'entrevue, donc ça ne faisait pas nécessairement partie de la question. Donc, c'est encore plus évocateur à mon sens. Donc, ça, c'est assez présent. Puis, on voit qu'il y a un relâchement, c'est vrai, il y a une espèce de division au sein de la communauté dans les années 2014, 2015, 2016. Donc, les femmes ont une place, les hommes ont une autre place. Les hommes reprennent de plus en plus leur place. Mais récemment, par contre, dans les structures communautaires, donc à la CSUQ, là, il y a comme une espèce de gang de filles, là, de femmes qui est là dans les bureaux qui sont là, mais peut-être qu'elles adhèrent à une vision plus traditionnaliste que nous, que leurs prédécesseurs, mais ça, je ne pourrais pas aller confirmer pour elles. Juste une chose, la CSUQ est vraiment comme à part aussi. C'est vraiment une entité différente de d'autres. Et aussi, quand tu penses
si on pense aux synagogues, elle est considérée comme vraiment à part. Et même de façon historique, il y a toujours eu une espèce de scission entre les gens qui parlent de la SQ et puis le reste de ce qui se passait véritablement dans la communauté. Mais juste par rapport à la question de l'orthodoxie, enfin, la question de l'orthodoxie, ça n'existe pas en fait dans le monde séfarade. Ça n'existait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, cette scission. Donc l'orthodoxie n'existe pas. C'est vraiment la rencontre avec le monde ashkénaze qui a fait qu'il y a voilà, parce qu'on parle de traditionnalisme, il y a beaucoup de manières qui sont. Il y a sur la question de la voix, ma collègue Vanessa Elbaz, qui est maintenant à Cambridge, a écrit un article assez intéressant sur la manière dont le Kolisha était perçu au Maroc et était vu au Maroc d'un point de vue. Et les femmes chantaient, même à la synagogue, et ça ne posait pas de problème. C'était comme ça que c'était vu. Et que c'était pensé. Donc, il y a vraiment une manière de penser ce qu'on appelle l'orthodoxie qui est très différente. Et je pense que le fait que ce n'est pas uniquement le cas de Montréal, là, il y a quelque chose de beaucoup plus global, puisque c'est la même chose aussi aux États-Unis avec quand les Africains ou les Nord-Africains ou en Israël aussi se sont mis en contact avec les Ashkénazes, et il y a une forme de domination aussi de la culture et des dominations, de la manière dont on pense les dominations religieuses dans le monde ashkénaze qui a été imposée en fait dans le cas de Montréal, le juif marocain. On le voit d'ailleurs, avant, il y a eu, à part l'école Maïmonide, il y a eu plein de tentatives de mise en place d'écoles séfarades à Montréal. Ce n'est pas la seule, c'est celle qui a le plus, je dirais, qui a pris le plus d'importance, qui était le plus présente. Il y a eu des tentatives, donc beaucoup plus orthodoxes. Puis au début, les tentatives orthodoxes fonctionnaient très peu. Et maintenant, il y a une école séfarade orthodoxe. Donc, où est-ce qu'il y a le côté anglophone, donc on voit aussi le contact avec la population ashkénaze anglophone et le côté francophone. Et dans chaque côté, ben, les garçons et les filles ne vont pas à l'école ensemble. Donc, on voit aussi que là, puis justement, Lucienne Azoulay me parlait du fait qu'après ça, elle avait recroisé de ses anciens de Maïmonide à cette école-là. C'était des parents des enfants. Donc, il y a aussi une partie de la communauté qui s'est dirigée vers cette école-là orthodoxe qui gagne en popularité actuellement, en fait. Donc, oui, vraiment, ça, c'est très présent. Je me permets juste de rebondir sur la conversation parce que là, c'est complètement dans le sujet. Malgré tout, quand on lit le bouquin de Yaakov Lupo sur le Maroc, on voit que la société juive marocaine, elle a été travaillée par des rabbins lituaniens dès le début du XXe siècle, donc bien avant l'émigration au Canada. Et du coup, on peut s'interroger de savoir si ces juifs marocains qui sont arrivés à Montréal à partir des années 50, est-ce qu'il y en avait qui avaient déjà été socialisés dans soit les écoles de Sarah-Torah, soit les instituts, la yeshiva de Tanger ou autres, donc il y avait déjà cette vision du monde orthodoxe, comme on peut dire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là jusqu'aux années 90-2000? Est-ce qu'ils étaient dans leur coin en ne participant pas à la vie publique, ce qui va devenir la CSUQ, la Voix séfarade, etc. Ou est-ce qu'ils avaient leur propre structure? Enfin voilà, la question se pose. Ou est-ce que l'orthodoxisation, elle est venue de populations séfarades qui auparavant avaient été dans le milieu de l'alliance moderniste, etc. Ça, c'est... Comme Jessica écrit, il n'était pas à la CSQ, ni à la... Ça, c'est sûr, il n'était pas à la CSQ, je le confirme. Donc, s'il y en a qui sont venus à Montréal, j'ai l'impression aussi, il y a toujours la question... moi, j'en ai pas rencontré dans mes entrevues non plus. Là, on a rencontré environ au total 75 personnes et jamais personne... Tout le monde est allé soit à l'Alliance israélite ou encore dans une mission française, dépendant de quand ils sont nés. Ceux qui sont un peu plus jeunes, donc, sont allés souvent à la mission française. Si on dit scolarisé dans les années 40-50, avant, c'est juste l'Alliance ou un mix des deux. Et j'ai jamais vu personne aller dans d'autres écoles dans nos répondants. Après ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On a aussi une espèce de question de boule de neige dans nos façons de faire nos entrevues.
Donc, s'ils forment une communauté à part, c'est aussi, ça crée une fracture qui fait qu'on ne les rencontre pas, on ne les voit pas, on ne peut plus nécessairement les rencontrer pour faire des entrevues. Mais la majorité, si on se fie aux travaux qui ont été faits, généralement, cette frange de la population-là ont plus immigré vers Israël ou la France, alors que, et moins vers ici. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas, peut-être qu'ils étaient là, puis peut-être que c'est des acteurs aujourd'hui dans l'orthodoxisation de la population. C'est une très bonne question qu'il faudrait pousser plus loin. Est-ce que tu sais quand elle a été fondée, l'école Yeshiva Yavneh? Dans les années 80, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est 80 Yavneh. Ou 90, le fin 80, début 90. Donc oui, c'est exactement à ce moment-là. Puis elle a eu beaucoup plus de difficultés au départ que Maïmonide. Au départ, c'était... Dans ce cas-là, c'est intéressant aussi de voir les circulations qui a pu se passer après. Je pense par exemple aux deux rabbins Crémizy, Israël Meir Crémizy et son frère, qui sont séfarades, mais qui sont pas, c'est pas la cohorte typique des séfarades montréalais et tout, mais qui sont maintenant à Montréal, qui sont en charge de différentes institutions, etc. Donc voir s'il y a des gens qui sont venus après, qui ont pu peut-être avoir une influence, un rôle à jouer dans cette orthodoxisation dont tu parles. Enfin voilà, voir comment tout ça s'est passé dans le champ plus large du judaïsme francophone. Peut-être aussi voir à travers ceux qui sont passés par la France aussi, où est-ce qu'il y a une partie, tu sais, Loupo le démontre notamment, là, qu'il y a une partie de l'orthodoxisation qui s'est passée, des gens qui sont allés en France. Donc peut-être aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés par la France, qui sont venus s'installer à Montréal par la suite. J'ai poussé cette question. Je voulais juste dire un truc. Désolée, je coupe ma caméra. Je vais la remettre là, c'est correct. Par rapport à ta question, Ashley, c'est que c'est vraiment les années, et je pense que je ne sais pas du tout mais je pense que c'est en lien avec Yavneh, parce que les années 80, par exemple, dans le cas de Sami El-Maghrebi, c'était pareil à la synagogue. Il a rompu dans les années 80 avec la Spanish and Portuguese et il s'est rallié avec le rabbinat, la création du rabbinat. Et là, je pense qu'il y a eu vraiment en fait, un gros shift qui s'est produit. C'est là aussi où la communauté marocaine a changé. Il y a eu peut-être justement plus ce courant-là qui est avec, je ne me souviens plus comment il s'appelait le rabbin qui a vraiment créé le rabbinat, mais c'était vraiment une grosse scission pour la communauté marocaine à Montréal parce que c'était voilà, qui s'opposait par exemple à la SUQ. Donc là, il y a sûrement, et ça date autour des années 80 et à la suite, il y a eu Yavneh. À la base, au début, c'était vraiment pas dans moi, des travaux que j'ai pu lire dans les archives et tout, il n'y avait vraiment pas ce courant qui était présent, comme Christine l'a dit. Est-ce que je peux faire un commentaire avant qu'on termine? Très rapide, parce que je trouvais très intéressant, Christine, quand je trouve que ta conférence parle beaucoup, c'est une réflexion au-delà des données que tu nous apportes, donc le profil que ces femmes dont tu nous parles, c'est super important de mettre de l'avant, mais c'est aussi une réflexion sur la méthode, donc sur comment en histoire, mais on pourrait élargir en sciences sociales, on fait de la recherche sur des communautés minoritaires et comment souvent, même en ayant les meilleures intentions, on laisse quand même de côté les femmes et on pourrait dire aussi des personnes non binaires et des minorités sexuelles. Et donc, tu posais la question, mais en fait, comment aller retracer l'histoire de ces femmes? Parce qu'en fait, si on regarde en t'écoutant, tu dis dans les archives, il n'y a pas des traces de ces histoires. Même cette directrice de l'école Maïmonide, si je ne me trompe pas, dont tu parles, tu dis, en fait, je ne l'ai pas trouvée dans les archives. C'est juste très tard qu'elle est sortie. Donc, j'aurais plusieurs questions. Mais j'aimerais juste si tu peux nous dire, en fait, quelle est ta réponse, disons, à ce défi méthodologique d'un point de vue d'une historienne, en fait. Donc, comment toi, je pense qu'un peu tu nous l'as déjà dit, mais peut-être vraiment le préciser, comment tu
tu vas trouver une solution à cette silence des archives, comment pallier finalement à ça, du point de vue historique, parce que si je pense aux sciences sociales, comme moi, Alexandra, Jessica, on fait des recherches au HLE aussi, on va parler avec des personnes, puis donc ça pourrait être un peu plus simple, mais comment on fait quand c'est quelque chose qui est passé? Il y a une double chose, c'est aussi de prendre les absences comme étant quelque chose de parlant au lieu de voir quelque chose qui est juste absent. Là. C'est vraiment d'interroger les absences, qu'est-ce qui manque, en fouillant des fois un petit peu aussi à travers les archives parce que finalement, on se rend compte dans un témoignage d'hommes, tu vas voir un petit peu de témoignages de femmes, tu sais, de voir où les places des femmes et d'aller chercher des mini petites choses qui ensemble vont peut-être faire quelque chose de plus gros, de s'intéresser à des choses vraiment plus qui vont nous sembler plus anodines quand on fait des archives. Par exemple, un appel des services sociaux, je ne sais pas, dans la voie séfarade au début, là, quelque chose, une activité, quelqu'un, tu sais, un petit nom quelque part, ben, d'aller voir le nom de plus proche. Donc, il y a toujours ça. Puis après ça, c'est sûr que l'histoire orale est un petit peu la meilleure façon. Malheureusement, c'est comme si on était toujours à la course pour faire ça au niveau historique. Les gens vieillissent, donc il y a ça déjà aussi. Donc là, actuellement, nous, on est quand même très chanceuse pour ce qui est de notre corpus, vu que Marie Berdugo, la mère de Yolande, a fait des entrevues dans les années 80. Et à ce moment-là, elle fait des entrevues des fois avec des gens qui avaient 60, 70, 80 ans, donc des gens qui étaient nés au début du siècle. Donc, on a comme un peu un portrait plus long. Donc, notre objectif, c'est aussi de rendre tous nos récits disponibles, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. On travaille en ce moment à bien les ordonner pour les donner à Janice pour qu'elle les rende publiques, en fait, que tout le monde puisse avoir accès à cette histoire-là. Donc, on est un peu dans la... Quand j'appelle l'histoire orale, j'appelle ça créer des archives aussi. Donc, c'est ça que je partage avec mes amis qui commencent à faire l'histoire orale en rentrant en doctorat, en étant en doctorat, de penser au fait de ne pas juste faire une entrevue. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup en histoire des récits de vie, des fois qui ne sont pas ce qu'on va trouver dans d'autres sciences sociales. Donc, à la place de faire une entrevue de 1h, 1h15, on va faire plusieurs entrevues ou une entrevue qui va durer comme 3 heures de temps, ce qui est un peu long, ou est-ce que finalement, on dit à peu près rien, là, que la personne fait juste nous conter sa vie dans des choses qui lui viennent en tête avec un petit peu d'orientation, mais très peu. Et ça permet en fait de créer des archives. Ce qui est vraiment important, c'est aussi d'avoir une bonne relation avec les gens pour que les gens, dans le document d'éthique, par exemple, permettent à ce que ça ne soit pas juste utilisé pour une thèse, que ce soit beaucoup plus large et de s'arranger pour les rendre disponibles comme un fonds d'archives papier va le faire. Donc, de créer des corpus de souvenirs comme ça avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus vieux aujourd'hui, qui sont encore là pour nous conter leur vie, en fait, là, que ce soit dans les années 50, 60 ou aujourd'hui. Donc, c'est de créer beaucoup des archives à travers l'histoire orale, qui est un peu ma solution, mais ça ne nous permet pas d'aller super, super loin, disons, dans l'histoire. Je dois être un peu plate et je me sens un peu mal parce qu'on a vraiment une super belle discussion. Mais je vois l'heure qui avance, fait que je vais doucement conclure. Merci encore une fois, Christine, c'était super intéressant. Puis merci aussi aux gens qui sont là puis qui participent. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens à nos conférences puis de permettre de transmettre ces connaissances-là. Je vais vous inviter, parce qu'il va y avoir d'autres conférences, parce que c'est un cycle de conférences 2021-2022 à venir à la prochaine, qui sera en anglais cette fois-ci, qui s'appelle Jewish Studies Beside the Jewish People, Space, Desire and the Affective Limits of Identity, par Jordan Mollott, le mercredi 2 février à la même heure, donc à midi. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt, j'espère. Merci à tout le monde.